merci tous d'être là pour ma présentation. Donc aujourd'hui, on va parler d'écologie microbienne et d'ingénierie écologique. Et on va commencer par parler de mon parcours. Donc ici, comme j'aime beaucoup l'analyse de données, j'ai fait un graphique qui reprend en fait l'ensemble de mes activités depuis le début de ma thèse en 2004. Donc j'ai fait ma thèse sous la direction d'Oliver Katz, qui est dans le jury, dans lequel j'ai travaillé notamment sur comprendre comment la structuration des populations allait influencer l'évolution d'un parasite bactérien. Donc c'était un parasite de la paramécie et c'était un travail de coévolution expérimentale. Par la suite, j'ai fait mes post-docs dans l'UMR GQE, dans la région parisienne, avec Christine Wiemann, Delphine Sicard, Dominique Devienne. J'ai continué à travailler en évolution expérimentale, mais cette fois-ci sur Saccharomyces, et je me suis intéressé à l'évolution des traits d'histoire de vie. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur le lien génotype-phénotype à travers la mutualisation du métabolisme, avec différents types de modèles, des modèles enzymatiques sur Saccharomyces cerevisiae et des modèles de flux sur Escherichia coli. Après, j'ai été recruté dans l'UMR SPO, où je travaillais avec Carole Caramassa et Sylvie Dequin sur la modélisation et le métabolisme. Notamment, je me suis intéressé à la diversité métabolique de Saccharomyces cerevisiae dans les conditions œnologiques, avec des modèles de flux. Et dans les dernières années, j'ai un peu switché de thématique pour travailler plus avec Virginie Galeoté, Delphine Sicard et Diego Second sur ce dont je vais parler aujourd'hui, les interactions levure-levure et levure-bactéries dans les aliments fermentés, donc des approches d'ingénierie écologique et d'écologie microbienne, à la fois sur le vin et sur le pain au levain. Donc, en termes de chiffres, j'ai fait 28 publications qui ont été acceptées ou soumises, 9 collaborations, donc des collaborations ponctuelles, que ce soit avec STLO, Maillage, le CEF, mais aussi des collaborations à plus long terme, donc avec le laboratoire où j'ai fait mes postdocs, où j'ai travaillé longuement avec Dominique Devienne, notamment sur la modélisation de l'hétérosis. Je travaille aussi maintenant avec le LDE et l'ISTEA sur des approches de modélisation dont je parlerai dans ma présentation, et aussi quelques collaborations internationales avec Stellenbosch en Afrique du Sud et je ne me rappelle plus le nom de la ville, en Australie, sur des questions de l'écologie microbienne. J'ai aussi déposé 17 projets de la thèse jusqu'au projet AMR, avec certains avec succès, d'autres non. J'ai fait beaucoup d'activités transversales. J'ai fait partie du métaprogramme MEM, où je participais au groupe Food et au groupe Modélisation, ainsi que sur la fin au conseil scientifique. Au sein de l'AMR, j'ai été animateur du groupe Écosystème, je suis dans le conseil d'unité, animateur de la cellule d'animation scientifique et du groupe qualité. Et enfin, depuis 2 ans, je fais partie des CSS, c'est-à-dire l'instance d'évaluation des chercheurs honoraires. J'ai fait 21 encadrements, donc beaucoup de masters et moins de doctorants. Donc Lucie, Mathias et Dorian, Giovanna, Lauriane Mietton, qui était la première doctorante que j'ai co-encadrée avec Delphine Sicard, Éléonore et Ludovic, que j'encadre en ce moment avec Virginie, Laura, que j'encadre avec Anita Boramé, qui vient de commencer sa thèse en mars, ainsi que Alana et Anna, qui sont 2 étudiantes étrangères qui ont passé un trimestre avec nous, avec qui je travaille. Au-delà de tout ça, il y a eu des posters et des présentations dans des congrès internationaux, des chapitres de livres, 85 heures d'enseignement, j'enseigne surtout en analyse de données et visualisation des données, des jurys de thèse. J'essaye de m'astreindre à faire environ 4 revues d'articles par an, et j'ai participé aussi à l'expertise d'une thèse en Afrique du Sud et un projet AMR. Donc maintenant, je vais vous parler des projets de recherche. Donc les projets de recherche tournent autour de 2 grandes questions scientifiques. La première, c'est comment les interactions microbiennes influencent-elles l'évolution de la dynamique écologique et évolutive des communautés microbiennes dans les aliments fermentés, et quelles sont les conditions permettant à un mélange de souches d'avoir une performance plus élevée que l'ensemble de ces éléments isolés, et comment on peut exploiter ce phénomène pour notamment piloter les fermentations alimentaires. Alors pourquoi les aliments fermentés? En fait, à l'heure actuelle, avec l'ensemble des changements globaux, qu'ils soient climatiques ou sociétaux, les aliments fermentés apparaissent comme des leviers pour augmenter la sécurité alimentaire. Ils permettent de faire de la conservation d'aliments, ils permettent de rendre comestibles des aliments qui ne le sont pas, et ils ont aussi des propriétés de santé, notamment par exemple liées aux probiotiques. Ça permet aussi d'assurer un maintien de la biodiversité dans l'alimentation, et c'est une source d'innovation. Et notamment, cette importance des aliments fermentés se traduit par le lancement de Ferment du Futur, qui est un grand consortium public-privé qui s'est lancé fin 2022 et dans lequel une partie de mon travail s'inscrit. Mais autour de ces aliments fermentés, il y a tout un ensemble de filières qui s'est mis en place avec des process. Et dans ces process-là, il y a notamment la mise en place, par exemple, de starters de fermentation.
Mais toute cette industrie est en évolution, notamment avec trois grands aspects. La réduction des intrants, où on cherche notamment à transformer des traitements chimiques par des traitements biologiques, par du biocontrôle. Les starters multisouches, qui cherchent à combiner différentes espèces entre elles. Et enfin, les process qu'on va dire nature, c'est-à-dire sans ensemencement, qui se basent uniquement sur la diversité déjà présente dans les aliments. Et l'ensemble de ces évolutions mettent de plus en plus en avant l'écologie microbienne. Et notamment, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un peu mon travail à travers le prisme des étapes de conception d'un starter multisouche. Donc, j'ai conceptualisé cette étape-là dans cette sorte de petite pyramide qu'on va regarder ensemble. Donc, la première étape va être de caractériser la diversité des levures, que ce soit au niveau génotypique ou phénotypique, pour avoir une idée de leurs forces et de leurs faiblesses. Après, il va avoir nécessaire de bien comprendre les interactions, c'est-à-dire comment elles vont s'aider les unes les autres, ou être en compétition les unes par rapport aux autres, pour pouvoir, par la suite, les combiner. Donc, ces deux étapes-là, on est dans ce qu'on appelle l'écologie microbienne. L'étape suivante, ça va être de choisir, afin d'avoir un objectif précis, en ayant un objectif précis, les bons partenaires et la façon dont on va les combiner. On est alors dans l'ingénierie écologique. Et enfin, la dernière étape, l'idée, ça va être d'améliorer chacun des partenaires à l'intérieur. On va être cette fois-ci dans l'écologie synthétique. Donc, voilà la pyramide, et toute ma présentation va tourner autour de ça. Donc, pour ce qui est de caractériser la diversité, c'est quelque chose que je fais en collaboration. Notamment, j'ai travaillé sur la question avec Carole Karamazov sur la diversité des Saccharomyces cerevisiae. Elle-même travaille aussi sur la diversité des Michnicovia puccherina, qui est une autre espèce œnologique. Je travaille aussi en ce moment avec Cécile Neuville et Carole, et on co-encadre le master d'Ophélie Binet, qui elle va travailler sur la diversité des Anseniaspora uvarum, à travers notamment des approches d'analyse automatique d'images. Et enfin, je travaille sur ces questions-là à travers la diversité des Casastania gris et Casastania bulderi, avec Delphine Sicard, notamment à travers la NRIDOC. Et donc les espèces au-dessus, je travaille avec Carole et Cécile, sont des espèces œnologiques, alors que les espèces que je travaille avec Delphine sont des espèces du levain, de panification. Et donc, maintenant, pour discuter de comprendre les interactions et de choisir les bons partenaires, je vais commencer par poser quelques définitions qui sont importantes. Notamment, je fais la distinction entre les interactions passives et actives. Et en fait, on va appeler une interaction passive quand cette interaction a eu lieu quand le micro-organisme ne détecte pas la présence d'autres micro-organismes dans son environnement. Par exemple, Saccharomyces cerevisiae en fermentation va produire de l'éthanol. L'éthanol peut être toxique pour l'ensemble des autres espèces, mais il le fait systématiquement qu'il y ait ou pas d'autres espèces. Dans ces cas-là, je vais qualifier l'interaction de passive. Si la production d'une toxine n'a lieu que quand un micro-organisme détecte la présence d'un autre organisme, quel que soit le moyen, on va appeler interaction active. Et pourquoi je fais cette distinction? Parce que cette distinction, elle implique des choses très différentes. Si la majorité des interactions sont passives, ça veut dire qu'on va pouvoir extrapoler les cocultures à partir des monocultures, et donc de pouvoir travailler sur les monocultures, et donc gagner énormément de temps sans qu'on ait besoin de tester toutes les cocultures possibles. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important à évaluer dans notre milieu, quels sont les types d'interactions. Et enfin, la dernière définition, c'est ce que je vais appeler la surproduction. C'est quand une coculture est plus performante que les monocultures, et quand on veut concevoir un starter multisouche, si on veut le concevoir en multisouche, c'est bien pour qu'il soit plus performant que le meilleur des starters monosouches. Et donc, c'est ces choses-là que j'ai essayé d'explorer et de comprendre au cours de mon travail. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la fermentation œnologique. Donc là, je vais vous présenter un peu le fonctionnement. Donc, les levures vont consommer les sources de nutriments présents dans le raisin, le sucre et l'azote, pour produire leur biomasse, et qui va s'accompagner de production d'éthanol, de CO2 et d'arômes, qui va former le vin. Donc les deux ressources dont j'ai parlé, ce sont les sources d'azote en général, les sources d'azote assimilable et glucose, qui vont être consommées. Et dans le milieu œnologique, ce sont les sources d'azote qui sont le nutriment limitant. Et donc la population en fait, va croître jusqu'à que les sources d'azote soient toutes assimilées. Et dans ces cas-là, après, il va y avoir, dans le cas de Saccharomyces cerevisiae, une longue phase stationnaire. Avec d'autres espèces, on va avoir plutôt des phases de déclin. Enfin, c'est dépendant des différentes espèces. Enfin, pendant toute la fermentation, on va avoir une production d'éthanol, puisque même si les cellules ne se divisent plus, leur métabolisme reste actif. Et enfin, la production d'éthanol s'accompagne de production de CO2 qu'on peut suivre assez facilement par pesée, puisque le CO2 va s'échapper, et donc le fermenteur, au cours du temps, va s'alléger. Et donc, on peut suivre ça. Et donc, notamment, ici, je vous ai présenté la dérivée de la production du CO2 au cours du temps, qui nous permet notamment d'avoir des paramètres comme la vitesse maximale de fermentation, qui sont des paramètres intéressants. D'un point de vue microbiologique, en début de fermentation biologique, on va avoir une grande diversité de levures
avec Antsenia vivarum et Meshnikova pucherrima, dont j'ai déjà parlé, mais aussi les Torula spora lebroki, Starnerella bacillaris ou la Chancellor thermotolerance. Mais très rapidement, en fait, Saccharomyces cerevisiae va envahir le milieu, et en fin de fermentation, il n'y a presque plus aucune diversité, il ne reste quasiment que Saccharomyces cerevisiae. Donc, le premier travail que je vais vous montrer est issu du master d'Olivier Harvey, dans lequel, en fait, il a comparé des monocultures et des cocultures. Donc, on a choisi 4 espèces de levures, avec une souche par espèce, Antsenia spora vivarum, Antsenia spora opuntiae, Meshnikova pucherrima et Meshnikova fruticola, qu'on a regardé en monoculture, et on a aussi regardé les cocultures avec 10% de Saccharomyces cerevisiae et 90% de la non-Saccharomyces. On a choisi d'avoir des fréquences très déséquilibrées, puisque comme on a vu, Cerevisiae va envahir le milieu, et donc en choisissant Cerevisiae à 10%, on maximise le temps durant lequel la fermentation va avoir de la diversité et des interactions. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a suivi tout au long de la fermentation donc, le CO2 par pesée, comme je le disais, les populations en cytométrie en flux. Comme on avait une Saccharomyces marquée, on peut suivre non seulement la population totale, mais aussi les sous-populations dans le mélange. On a aussi regardé la production des métabolites du métabolisme carbonique central, glycérol, succinate, éthanol, et ainsi de suite. Enfin, l'azote en point final. Et moi, je me suis intéressé surtout à une approche écologique, c'est-à-dire à essayer de faire le lien entre la dynamique des populations, la taille des populations, les sous-populations, la viabilité, les proportions des espèces, les rendements individuels, dans le but d'essayer de faire la part des choses entre interaction passive et active. Donc, je ne vais pas vous présenter tous les résultats, mais uniquement certains résultats sur le mélange entre vivarum et Saccharomyces cerevisiae. Donc ici, vous avez la croissance au cours du temps de Saccharomyces cerevisiae, donc une croissance exponentielle suivie d'une phase stationnaire. Pour Antsenia spora vivarum, on a quelque chose de très différent, une croissance exponentielle beaucoup plus rapide, puis qui va atteindre un maximum, puis après un long déclin jusqu'à la disparition de l'espèce, dont on peut faire le lien avec la sensibilité à l'éthanol. Le mélange des deux va avoir un comportement intermédiaire avec cette croissance très rapide au début qui correspond à celle de Antsenia spora vivarum, qui est en majorité au départ, puis avec le temps, on va avoir un plateau long et puis une certaine chute vers la fin. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est comparer ce qui se passe au niveau de la population totale et au niveau des sous-populations. Donc là, je vous ai représenté, donc en pointillé, ça va être le comportement de la sous-population Antsenia spora vivarum dans le mélange, et en très plein, Antsenia spora vivarum en monoculture. Et on voit qu'on a à peu près la même dynamique, avec juste une légère décroissance de la population maximale. Pour ce qui est de Saccharomyces cerevisiae, le comportement est assez différent, puisqu'on n'a pas cette phase exponentielle suivie d'un plateau, mais plutôt une phase de croissance tout le long. Et en fait, si on compare les différentes sous-populations, on constate qu'en fin de fermentation, Saccharomyces cerevisiae va dominer complètement la population. On peut faire le lien maintenant avec la consommation des ressources. Donc vous avez ici les sucres finaux et les sources d'azote finales, en rouge pour les monocultures Antsenia spora et en vert pour Saccharomyces cerevisiae. Et on constate que Antsenia spora vivarum laisse environ 2 tiers des ressources, alors que Saccharomyces cerevisiae consomme tout. Et le mélange, lui, consomme quasiment la majorité des ressources. Alors ici, il ne consomme pas tout parce qu'on avait décidé à l'avance d'arrêter les fermentations au bout de 300 heures. Et donc là, les fermentations n'étaient pas finies. Mais on a depuis montré que si ces fermentations, on les laissait durer, elles arrivaient à finir complètement les fermentations et à consommer l'ensemble des ressources. Et donc là, on va faire le lien maintenant avec la production. Et donc là, par exemple, je vous ai montré la production totale de glycérol pour Saccharomyces cerevisiae et Antsenia spora vivarum, enfin d'éthanol. Et là, ce qui va se passer dans la coculture qui est très proche de la monoculture cerevisiae. Dans le cas du glycérol, c'est très différent, puisque déjà, on constate que sur les monocultures, elles produisent la même quantité de glycérol. Or, on sait qu'elles n'ont pas du tout consommé la même quantité de ressources. Et le mélange, lui, va significativement produire plus de glycérol que les deux monocultures, donc on a un cas là, de surproduction. Ce cas-là, en fait, on peut l'expliquer en faisant, si on regarde les différents rendements que je vous ai représentés ici, et on constate que le rendement de production de glycérol par mol de sucre consommé va être 4 fois supérieur chez Antsenia spora vivarum qu'il l'est chez Saccharomyces cerevisiae. Et alors que pour le cas de l'éthanol, on voit que les rendements sont significativement comparables. Et donc en fait, à partir de tout ça, on peut assez facilement expliquer, à partir des monocultures, le phénomène des cocultures. Donc si on revient à nos pyramides et qu'on regarde un peu les conclusions qu'on peut tirer de ce travail-là, on voit que les interactions sont pilotées par les rendements et les dynamiques des populations. Et ça, c'est vrai pour toutes les espèces, tous les tests que j'ai montrés, que je ne vous ai pas montrés, ça reste valable, et c'est valable quasiment dans tout ce que j'ai étudié jusqu'à maintenant.
Et donc, ça indique que les interactions passives sont plus importantes que les interactions actives dans le cas de l'œnologie et des espèces étudiées. On a vu un cas de surproduction de glycérol, donc ça montre bien qu'on peut concevoir des starters multisouches qui sont plus performants que la meilleure des monocultures. Et enfin, on a vu aussi une structuration par espèce, puisque je ne vous l'ai pas montré, mais globalement, les Ansenospora avaient un comportement similaire et les Mechnicovia aussi. Et donc ça nous a posé une grande question, qui est la généricité de ces résultats, et est-ce qu'on observait toujours ce genre de choses en augmentant le nombre d'espèces ou de souches. Donc là, je vais vous présenter une partie des résultats du doctorat d'Éléonore. Et donc, ce qu'elle a fait en Afrique du Sud, avec la collaboration de Florian Bauer et de Cléo Benacher, c'est de tester toutes les combinaisons possibles entre 15 souches de levure venant de 5 espèces différentes, donc 3 souches par espèce. Donc les espèces, c'est des espèces dont j'ai déjà parlé, Saccharomyces cerevisiae, Antinaspora uvarum, Starmerella bacillaris, Torulaspora deponti et Nasontia thermotolerans. Donc si on teste par exemple toutes les souches de l'espèce 1 contre les autres souches de l'espèce 1, on va avoir ces petites matrices. La diagonale correspond aux monocultures, puisque c'est la souche 1 contre la souche 1, et les autres à des cocultures intra-espèces. On peut aussi tester toutes ces souches-là contre des souches d'une seconde espèce, et donc on va avoir que des cocultures interespèces. Et si on fait ça pour toutes les combinaisons possibles, on va pouvoir avoir toute cette matrice-là. Et ça, c'est ce qu'on a testé ensemble. Et donc, on l'a fait en microplaque, puisqu'il y avait plus de 105 combinaisons, donc en eau synthétique. Et donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir l'évolution au cours du temps de la DO, et donc pouvoir calculer des choses dessus. Et l'idée, en fait, c'est d'évaluer l'intensité des interactions en fonction de l'espèce et de la souche. Et donc là, comment on a fait? En fait, on est parti, là je vais vous présenter ce qu'on a fait sur l'air sous la courbe. Donc on a calculé les aires sous la courbe qui n'ont pas vraiment de signification biologique, mais c'est un paramètre très intégratif puisqu'il intègre à la fois la population maximale, le taux de croissance, le temps de latence. Et donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a comparé l'aire sous la courbe de la coculture à la moyenne des aires sous la courbe de chacune des monocultures, avec cette formule-là. Et à partir de ça, on peut avoir un indice d'interaction. On a aussi regardé s'il y avait des cas de surproduction et de sous-production, c'est-à-dire quand la coculture est meilleure que la meilleure ou moins bonne que la moins bonne des monocultures. Donc là, je vous présente ici, vous avez chaque courbe représente le listage de 4 réplicas pour les monocultures des différentes espèces. Et en fait, quand on analyse ces données-là, on arrive à la conclusion qu'il y a une structuration qui est majoritairement liée à l'espèce, et les effets souches existent, mais ils sont sous-jacents des effets espèces. Et là, maintenant, on a calculé la matrice des intensités d'interaction. Donc ici, dans cette heatmap, chaque case correspond à une coculture. Plus on va être vers le rouge, plus on va avoir une interaction positive forte. Plus on va être vers le bleu, plus une interaction négative forte. Et les cases plus claires correspondent à des interactions faibles. Dans la diagonale, vous avez toutes les monocultures, donc sans indice d'interaction. En bas, par exemple, vous avez ici toutes les cocultures intra-espèces pour l'espèce Saccharomyces cerevisiae, et en haut, ça va être toutes les cocultures entre Saccharomyces cerevisiae et Starmerella bacillaris. Et ce qu'on constate quand on regarde cette matrice, c'est qu'on va retrouver des blocs qui correspondent à des grands effets entre différentes espèces. Et en fait, dans cette matrice, on a ordonné les lignes et les colonnes non en fonction des espèces, mais en fonction du type d'interaction et de leur intensité. Et en fait, on retrouve cette structuration par espèce, avec notamment les cerevisiae, les Anseniaspora et les Starmerella bacillaris qui sont toutes regroupées ensemble, et les Torulaspora deponti et Nasontia thermotolerans qui, elles, se retrouvent dans un groupe commun. Et en fait, ce qu'on peut conclure de ça, c'est que en fait, l'espèce va déterminer le type d'interaction qu'on observe, et les souches, elles, vont faire varier uniquement le niveau d'intensité. On s'est aussi intéressé aux cas de surproduction et de sous-production, mais en fait, on a très très peu de cas, puisqu'on a un cas de surproduction sur le taux de croissance, là, je vous rappelle, c'est la matrice sur l'aire sous la courbe, et quelques cas de sous-production, donc sur le taux de croissance, sur la population maximale et la latence. Donc, on va revenir, et donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on peut conclure? On retrouve, en analysant ces données, que les interactions passives dominent les interactions actives. On a un cas de surproduction et des cas de sous-production qui sont rares, mais qui sont dépendants du phénotype et en fonction des combinaisons. Et on a aussi une structuration par espèce. Alors, l'échantillonnage reste faible, puisqu'on reste quand même que dans des souches œnologiques. Et donc, ce serait intéressant d'aller explorer des souches d'autres environnements, et notamment, on s'attend à avoir des interactions peut-être plus fortes avec des souches plus éloignées. Mais en fait, tout ça, ça nous a permis, en fait, on s'est donné comme objectif de développer un modèle mathématique pour compléter tout ça.
Alors, pourquoi un modèle mathématique? Déjà, il va nous permettre en fait, de formaliser et de tester nos hypothèses sur les interactions. Si on construit un modèle mathématique sous l'hypothèse que les interactions sont passives et qui prédit bien les données, ça nous confirme que notre hypothèse est validée. Ça nous permettra aussi en fait, de tester énormément de situations plus complexes, c'est-à-dire tester plein de scénarios d'inoculation en termes de proportion, de temps d'inoculation, si on fait en séquentiel ou simultané, et même des écosystèmes plus complexes avec plus de 2 espèces. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé en collaboration avec Jérôme Armand du LBE et Alain Rapaport de Mistea. Et donc là, je vais vous présenter une partie du travail du master de Sahar. Et là, donc là, je vous reviens à la dynamique. Si on caricature cette dynamique, en fait, on va avoir 2 ressources, le sucre et les sources d'azote, 2 consommateurs, les 2 cellules qui vont être en compétition, et la production d'une toxine. Et c'est ça le modèle qu'on va essayer de créer, quelque chose qui reproduit cette dynamique. Donc, le cœur du modèle, ça va être le lien entre la croissance des cellules et la concentration en source d'azote, puisque c'est le nutriment limitant. En fait, on sait depuis un moment que le nombre de cellules, le nombre maximum de cellules, il est lié à l'azote initial, mais pas de façon linéaire, avec une fonction plutôt de ce type-là. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup été travaillé déjà dans le laboratoire, notamment par Jean-Roch Mouret et Jean-Marie Sableroy, qui ont créé ensemble un modèle qui s'appelle le modèle SOFA, et qui est capable de faire de la fermentation, de simuler les fermentations alcooliques. Mais dans le modèle SOFA, la relation azote-nombre de cellules est fixe, et donc ça ne permet pas de faire en fait du multi-espèces, puisque si les différentes espèces consomment différemment les ressources ou ont des rendements différents de biomasse, le SOFA ne permet pas de le faire. Donc le travail qu'on a fait avec Sahar, c'est de recréer ces équations-là, ce lien-là. Et donc finalement, nous sommes arrivés à des équations de type comptoir, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour vous dire que ça reproduit la dynamique et ça reproduit les données qu'on retrouve chez SOFA. On a aussi montré qu'il suffit de rajouter un terme de mortalité à ce modèle simple pour pouvoir avoir des cas de surproduction de biomasse. Donc là, avec un modèle très simple, on arrive à avoir des cas de surproduction. Donc nous, on a fait une mortalité qui va être liée à la concentration en éthanol, puisqu'on sait que les différentes espèces ont des sensibilités différentes. Là, je vous ai montré un exemple de sensibilité de la mortalité liée à la concentration d'éthanol chez 2 espèces. Donc voici le type d'équation. Et pour ce qui est de la relation de production de sucre liée à l'activité cellulaire, enfin la consommation de sucre et l'éthanol, on a repris exactement les équations de SOFA. Donc voici le modèle complet qu'on a utilisé. Et on a voulu tester si ce modèle-là permettait de prédire des fermentations de différentes espèces. Donc là, j'ai utilisé des données issues du master de Olivier Harlet avec Sahar. Et donc, voici, là, vous avez des différentes données. Donc, les cellules, le nombre de cellules en haut pour les 2 espèces, les sucres au milieu et l'éthanol en bas. Et voici ce que le modèle arrive à prédire. Donc, pour ce qui est de la monoculture, ça marche très bien. Et j'ai montré que ça marchait sur Torulaspora delbrueckii, Inseniaspora uvarum et Saccharomyces cerevisiae. Là, ça marche. Donc, on a voulu passer au modèle en coculture. Donc, voici tout le modèle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, on va avoir 2 équations pour la population des 2 cellules, et on va constater, par exemple, que la consommation des ressources azotées sont la somme des consommations des 2 types de cellules. Autre chose importante dans ce modèle-là, c'est que les paramètres sont identiques au modèle de monoculture, et on va utiliser les paramètres déterminés sur les monocultures pour essayer de prédire les cocultures. Et donc ça implique que notre modèle est construit sous l'hypothèse que les interactions sont uniquement de type passive. Et ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Il peut y avoir plusieurs raisons. La première, c'est que ça pourrait complètement invalider nos hypothèses, mais je pense que la raison pourquoi ça ne marche pas est plutôt liée à ça. En fait, dans ces données-là, on avait très peu d'informations sur l'azote. Or, on sait qu'il y a une dynamique au cours du temps qui n'est pas linéaire, et surtout, je parle depuis tout à l'heure de sources assimilables d'azote, il n'y en a pas une source, en fait, il y en a 18 différentes. Et si ces sources ne sont pas consommées de la même façon entre les espèces, avoir qu'une source d'azote dans notre modèle fausse complètement les résultats. Et ça, notamment, on a montré avec Olivier Harlet que c'était le cas, les différentes espèces ne consomment pas du tout les ressources de la même façon. En fait, dans cette heatmap, plus on est vers le rouge, et plus cette ressource est complètement consommée par une espèce, et chacune des espèces sont en colonne. Et ce qu'on va voir, par exemple, c'est que les Mechnicovia et les Inseniaspora ne consomment que la moitié de la volume dans ces données-là. Ou, par exemple, on peut voir Mechnicovia fruticulare va consommer que 77% de la volume. Et donc ça implique que dans notre modèle,
il va falloir à minima avoir 3 sources d'azote différentes. Une source d'azote qui va être commune à tout le monde, que tout le monde peut consommer, et 2 sources d'azote qui vont être consommées que par l'un des acteurs. Et donc ça, c'est quelque chose que je veux continuer. Et donc, pour poursuivre la modélisation, il va falloir intégrer donc, plusieurs sources d'azote. Ça, je vais vous expliquer pourquoi. Mais il faudra aussi intégrer, si on veut étendre le modèle à d'autres espèces, notamment l'oxygène ou les lipides, puisqu'on a vu que Mechnikova puschérina, elle, n'est pas capable de consommer les lipides du milieu. Elle va plutôt le produire avec l'oxygène présent, et donc très rapidement, dans les fermentations, il n'y en a plus. Et donc, si on veut pouvoir aussi modéliser les Mechnikova puschérina, il va falloir le faire. Donc ce que j'aimerais, moi, c'est déposer une thèse l'année prochaine à l'école doctorale avec Alain et Jérôme sur ces questions-là. Depuis les modèles mathématiques que je vous ai montrés, on a produit énormément de données avec plein de différents étudiants, et donc on a vraiment toutes les données nécessaires pour avancer sur cette question. Alors pour ce qui est de combiner de façon optimale les différentes souches, j'ai travaillé sur cette question à travers le master de Maïlis Pouillot. Elle, ce qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle a comparé des cocultures et des monocultures entre Saccharomyces cerevisiae et Enteriaspora alvarum, mais cette fois-ci en faisant varier la proportion de cerevisiae initiale. On a testé de 10% jusqu'à 1 pour 10 000. Et ce qu'elle a montré, en fait, je ne rentre pas dans les détails, c'est qu'il y a en fait une compétition asymétrique entre les deux espèces. C'est-à-dire Enteriaspora alvarum va avoir un effet très fort sur la dynamique de Saccharomyces cerevisiae, comme on le voit sur le graphique de droite qui présente la population maximum de cerevisiae en fonction de la proportion de cette espèce, alors que Enteriaspora alvarum, elle, n'est pas affectée par la présence de Saccharomyces cerevisiae, comme on voit à gauche sur le graphique. Elle a aussi, et ces données-là confirment aussi toujours, une part plus importante des interactions passives. Alors l'étape suivante qui va être améliorer chacun des partenaires, et là c'est plutôt une discussion de type perspective, parce que c'est des choses que je n'ai pas encore travaillées. L'idée, ce serait, une fois qu'on a fait ça, d'améliorer encore nos espèces pour les rendre encore plus performantes dans le rôle qu'ils vont avoir. Donc pour ça, on est, nous, dans le cas d'aliments, puisqu'on ne peut pas faire des OGM, donc on va devoir travailler notamment sur la mutagénèse, les croisements, ou l'évolution expérimentale, qui est moi la piste que je veux explorer. On sait aussi que Saccharomyces cerevisiae envahit systématiquement, et donc il est très peu possible, il est très peu probable qu'on arrive à faire évoluer le consortium en entier, puisqu'il y a de fortes chances qu'après plusieurs cycles, on n'ait plus que Saccharomyces cerevisiae dans le consortium. Donc l'idée, c'est plutôt de faire évoluer séparément les différents membres du consortium pour les rendre plus performants dans leur rôle, et après évolution, de les recombiner. Donc on peut faire plusieurs types d'évolutions. On peut faire déjà évoluer les rendements métaboliques, par exemple produire une souche qui va produire plus ou moins d'éthanol, ou une souche avec plus ou moins d'un arôme spécifique, ou on peut faire évoluer la dynamique des populations. Par exemple, dans l'idéal, il faudrait qu'on ait une Saccharomyces cerevisiae qui envahit très lentement l'habitat, donc par exemple avec une très longue phase de latence, et des non-Saccharomyces qui sont beaucoup plus compétitives et qui arrivent à rester beaucoup plus longtemps dans les mélanges. Donc ça me donne l'occasion de parler en fait du doctorat de Ludovic Monin, que je co-encadre avec Virginie et Jessica Noble. C'est une bourse aussi financée par l'Allemand. Justement, il cherche, Ludovic, à faire évoluer le rendement éthanol chez Saccharomyces cerevisiae à travers différentes approches. Donc il a travaillé sur la diversité des rendements, où il a développé en fait un screening moyen débit qui permet de tester un grand nombre de souches de façon très rigoureuse. Il a fait plusieurs expériences d'évolution expérimentale. Je ne peux pas trop vous donner les détails puisqu'il y a de la confidentialité liée à ça. Et enfin, il a fait aussi de la mutagénèse aléatoire, où il va tester, au final, il testera 500 mutants, dans lesquels on va avoir pour chacun des mutants les différents rendements, ce qui va nous permettre en fait, de travailler sur la distribution des mutations et la corrélation entre les métabolites. Et ce type de données existe déjà dans des milieux laboratoires ou la souche S2C, mais ce sera le premier jet de données en milieu œnologique avec une souche œnologique. Et donc là, pour vous illustrer, je vous ai montré la distribution de glycérol normalisé pour 2 populations. Donc en vert, ce sont la population de mutants que Ludovic a générée, et en rouge, une population naturelle. Alors, au niveau des perspectives de mon travail, alors, les premières, c'est que j'aimerais travailler plus sur l'impact des nutriments. Donc notamment sur la robustesse des interactions face au changement du milieu. Donc là, je vous remets ces 2 graphiques-là pour illustrer mon propos. Et en fait, on pourrait travailler déjà sur la proportion des différentes sources d'azote. Comme on sait que les différentes espèces ne les consomment pas à la même vitesse, voire ne les consomment pas, travailler sur cette proportion devrait avoir un impact sur les interactions et pouvoir favoriser certaines espèces par rapport à d'autres. On pourrait aussi travailler sur la quantité totale, notamment en lien avec les sucres et les lipides, puisque si on augmente beaucoup la concentration d'azote,
l'azote ne sera plus la ressource limitante et on changera complètement les interactions et la dynamique. J'aimerais aussi travailler sur le chevauchement des niches écologiques. Alors, ce que j'ai fini par niche écologique, en fait, c'est l'ensemble des nutriments sur lesquels une espèce va consommer et va utiliser pour croître. Et donc là, par exemple, si on a en vert et en rouge les niches écologiques de deux espèces différentes, théoriquement, elles sont, voilà ce qu'on a. Quand on va les mettre en coculture, il peut se passer plusieurs choses. Et ça, c'est des choses que j'aimerais étudier, notamment parce que ça permettrait aussi, notamment, de déterminer, par exemple, des stratégies de biocontrôle. On pourrait identifier des espèces qui chevauchent complètement et donc qui peuvent empêcher la croissance les unes des autres. Donc, comment j'ai envie de faire ça? En fait, j'ai envie de faire ce qu'on appelle une expérience de croissance croisée. C'est-à-dire qu'on va faire fermenter une première levure. Quand on a terminé de fermenter, on va la retirer du milieu et utiliser ce milieu-là pour faire croître d'autres organismes. Si un second organisme arrive à croître dans ce milieu-là, c'est que sa niche écologique était très différente, elle a encore toutes les ressources nécessaires. Si elle n'y arrive pas, c'est que la niche écologique était totalement superposée. Donc on peut faire ça, et si on fait ça avec toutes les espèces au départ, toutes les combinaisons d'espèces avant et après croissance, on a une très bonne idée de la superposition de l'ensemble des niches écologiques. Et donc ça, c'est une thèse notamment que j'ai proposée dans l'ICANN Spoil Control, qui est portée par Warren et qui devrait être déposée à l'automne, c'est ça? J'aimerais aussi étudier en fait l'impact des dynamiques, mais cette fois-ci pas sur la dynamique écologique, mais sur la dynamique évolutive. Et notamment, je pilote un package dans l'ANR IDOC sur cette question-là, qui est piloté par Delphine Sicard. Et donc l'idée en fait, c'est qu'on va sélectionner 5 souches de Kazakhstan albénis, 5 souches de Kazakhstan albéris, et créer 5 consortiums aléatoires combinant ces espèces-là. On va les mettre dans des milieux, dans des levains de seigle et de blé, et faire une approche d'évolution expérimentale sur le long terme. Et notamment, l'une des questions qu'on veut résoudre là, c'est est-ce que les mutations adaptatives qui vont avoir lieu dans ces milieux-là vont être les mêmes qu'on soit en consortium ou en monoculture. J'aimerais aussi travailler sur les interactions levure-bactérie, et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à travailler avec la thèse de Laura, qui a commencé en mars, thèse qui est encadrée par Annika Guaramé, Patricia D'Alestera et Marguerite Dolz, qui sont de l'UMR Renault, et c'est une thèse de Sifre l'allemand, dans lequel, en fait, on va essayer de comprendre les mécanismes par lesquels Eunococcus semi arrive à inhiber la croissance de bêta-methylprotéine-6, et notamment, on va utiliser des approches chimiques en comparant les monocultures, les cocultures et les cocultures sans contact physique, en utilisant des phares-moteurs à double chambre, où les nutriments passent d'une chambre à l'autre, mais pas les espèces. J'aimerais aussi beaucoup travailler sur ces questions-là dans le levain, dans le pain au levain, puisque, par définition, l'intérêt d'un pain au levain, et ce qui donne le goût du pain au levain, ça va être les interactions entre les bactéries et les levures. Et ça, c'est quelque chose que je compte développer longuement dans les prochaines années avec Delphine et Diego. Enfin, les dernières choses qui m'intéressent, ce sont travailler sur les interactions d'ordre supérieur, c'est-à-dire à plus que deux partenaires. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à travailler à travers la thèse d'Eleonore, qui est co-encadrée avec Virginie, dans lequel elle a développé un écosystème modèle, et d'ailleurs, elle soutiendra sa thèse à l'automne. Donc, ce qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle a développé cet écosystème modèle en sélectionnant 6 espèces qui sont les espèces les plus fréquentes contre monologie. Chacune des espèces est marquée avec des fluorochromes différents, et donc on permet de les suivre en mélange. Et ça va nous permettre, et avec toutes ces informations-là, il y a plein de choses que j'aimerais faire en plus, donc développer le pendant mathématique de cet écosystème modèle, et ça, c'est ce que je voulais faire avec Anna Rapaport et Jérôme Armand, dont j'ai déjà parlé. On peut aussi utiliser ces modèles et ces souches marquées pour continuer à étudier les interactions et pour pouvoir faire des mélanges plus complexes. Et enfin, utiliser ce modèle-là pour répondre à des questions écologiques, notamment le lien entre diversité et performance. On dit souvent qu'un écosystème, plus il va être divers, plus il va être robuste, et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir tester expérimentalement. Alors, je veux aussi présenter un Moonshot, qui est un projet qui est très préliminaire et qui est très intéressant, mais qui a des chances de ne pas du tout marcher. Ça s'appelle l'électrofermentation en milieu œnologique. Et donc, en fait, l'électrofermentation, ça consiste à rajouter une électrode dans un milieu riche pour créer un puits ou une source d'électrons. Et on sait qu'il existe des organismes qui sont électrocathodiques, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'échanger des électrons avec une cathode et donc de changer leur phénotype lié à ça. Et notamment, il existe Geobacter sulfuricans, qui est une bactérie qui est capable en fait, de consommer l'acétate et l'éthanol pour produire de l'hydrogène et de l'électricité. Or, dans les vins actuels, notamment, on a un problème de surproduction d'éthanol et
d'acétate. Et donc, avec ce système-là, on pourrait résoudre ce problème-là, tout en produisant des sous-produits valorisables. Alors, le problème, c'est qu'on connaît très très mal l'électroactivité des levures. C'est-à-dire personne n'a travaillé sur cette question, et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir répondre. Nous, on a commencé à travailler sur cette question, notamment avec Élie Lecamener au LBE, 3 étudiants, Théo, Kauter et Jessica. Et pour l'instant, tout ce qu'on a réussi à dire, c'est que Saccharomyces cerevisiae EC1118, elle, est très peu électroactive. Donc il va falloir explorer ça. Géobactère sulfuris, Géobactère, n'est pas capable de pousser en milieu acide, elle pousse à pH 6,7. Donc là, on a mis en place de l'évolution expérimentale pour essayer d'adapter Géobactère au milieu œnologique. À l'heure actuelle, on est à mi-chemin. C'est-à-dire qu'on a réussi à la faire vivre à un pH de 5. Donc il va falloir continuer ce travail-là. Et on connaît très mal l'électroactivité des différentes bactéries. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra explorer, puisque là, Géobactère n'est pas une bactérie qu'on retrouve dans les aliments fermentés. Mais ce serait intéressant de voir si, à partir de cette technologie, on pourrait l'appliquer à énormément d'aliments fermentés. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on avait notamment déposé à Ferment du Futur. Mais malheureusement, ça n'a pas été financé, mais on aimerait continuer sur ce sujet-là et probablement déposer une AMR. Voilà, alors, pour terminer, on va s'éloigner un peu de la science. D'abord, je vais parler un peu de la façon dont j'encadre mes étudiants, donc on est là pour ça. Donc voilà, j'ai tendance à être une papa poule psychorigide. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que je suis un papa poule avec mes enfants, mais aussi avec mes étudiants, j'ai tendance à être très englobant, très présent. Mais pourquoi psychorigide? Parce que je m'appuie sur un ensemble d'outils et j'utilise toujours les mêmes outils. Donc il y a d'abord un tripode qui est basé sur des réunions hebdomadaires à jour fixe, heure fixe, dans lequel on est fait systématiquement, on fait ça. Des dossiers partagés, alors, le plus souvent c'est un dossier Google Drive dans lequel l'ensemble des données, des manips, toutes les productions est là, pour qu'il soit accessible en permanence à tous les membres du projet, et un dossier Zotero partagé pour l'ensemble de la bibliographie. En plus de ça, il va y avoir des réunions stratégiques très régulières pour discuter avec l'ensemble des membres du projet des manips, et un bilan de compétences tous les 6 mois à faire. Et cette structure, en fait, que j'ai mis en place, elle est issue notamment de mon expérience que j'ai fait dans l'école doctorant et encadrant de l'INRAE, Eden, que j'ai fait la même année qu'Hélène, d'ailleurs, et qui m'a beaucoup plu. Donc, à partir de ce travail-là, voilà ce que j'ai mis en place. Et enfin, j'aimerais parler de 3 méthodes de travail qui sont importantes pour moi. Donc, l'open science, la science participative et le format vidéo. Donc, dans l'open science, c'est quelque chose que je fais déjà. Il y a des choses, notamment, je m'astreins à déposer l'ensemble des données et des scripts d'analyse des articles pour qu'ils soient disponibles, de soumettre le plus possible des articles dans des journaux ouverts, diamant de préférence. On appelle un journal diamant quand il est gratuit à la fois pour les auteurs et les lecteurs, d'utiliser des nouveaux types de publications, enfin plus que des publications, des types de reviewing d'articles, notamment tout le projet Peer Community In, et notamment je suis recommandeur pour PCI Microbiologie, c'est à peu près le rôle d'éditeur associé, et enfin d'essayer de reviewer que pour les journaux ouverts. L'autre partie, ça va être la science participative, que je trouve très importante, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle va permettre de tester des choses qu'on ne peut pas tester au laboratoire. Par exemple, dans la thèse de Lauriane Metton que j'ai encadrée avec Delphine, on a testé comment des levains, comment l'écosystème des levains se mettait en place dans différentes boulangeries. Et on a vu que ce qui allait piloter ça, c'était vraiment l'écosystème local de la boulangerie, le house microbiota. Et ce genre de choses, on ne peut pas le reproduire en laboratoire. Et donc, c'est une des raisons pourquoi je trouve très important. Et ça permet aussi, pour moi, qui est important, de créer du lien entre les chercheurs et les autres communautés. C'est-à-dire de redonner confiance dans la science, et je pense que c'est quelque chose dont on a besoin aujourd'hui. Alors après, moi, tous ces projets-là, en général, je ne suis pas en première ligne, mais j'interviens plutôt en soutien, que ce soit à travers un soutien logistique lié à tous les outils nécessaires, la gestion et le partage des données, et la diffusion avec les analyses et les genres de choses. Et enfin, le dernier point que je trouve intéressant, je trouve que le format vidéo prend de plus en plus d'importance dans nos travaux. Notamment, maintenant, il y a plusieurs revues qui proposent des abstracts vidéo associés aux articles. Alors pour ça, on a créé notamment la chaîne YouTube de l'IMR. On a aussi fait quelque chose, c'est intégrer des QR codes dans les posters. Et quand on scanne ce QR code, on tombe sur la vidéo de l'étudiant qui présente son propre poster avec les graphiques et tout. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça donne un poster plus dynamique et surtout, ça permet au poster de vivre beaucoup plus longtemps dans le temps puisque les vidéos vont rester disponibles sur Internet. Et enfin, j'ai ma propre chaîne YouTube.
dans lequel je parle de science, c'est pour ça que je le précise. Donc, merci à tous. Je voudrais remercier les membres du jury d'avoir accepté d'évaluer mon travail, l'ensemble des étudiants avec qui j'ai travaillé, l'ensemble de mes collaborateurs et enfin mes proches, et vous tous de m'avoir écouté.